Bonjour et bienvenue au sein du podcast Où ça mène quand on s'aime, celui qui donne la parole aux conjoints d'agriculteurs. Elles sont femmes de céréaliers, d'éleveurs, de viticulteurs, en bio, en conventionnel, en raisonné. Elles viennent de toute la France. Certaines sont tombées dans l'agriculture toutes petites, d'autres la découvrent jour après jour. Elles jonglent entre la ferme, la famille, leur métier et portent une force incroyable. Moi c'est Marion et avec ce podcast, j'espère que certaines d'entre vous se reconnaîtront dans leurs propos, trouveront des conseils, des échos à leur vie, prendront peut-être un peu de recul, trouveront du soutien, ou simplement verront une mise en lumière de ce qui se vit, souvent dans l'ombre, au cœur des fermes. Ici, c'est de la good vibes, de la sororité, du partage, et un vrai souffle de girl power en agriculture. Alors, à votre avis, où ça mène quand on s'aime ? Salut Marie. Et salut à toi. Aujourd'hui, donc, on se rencontre toutes les deux. Je suis ravie de partager ce moment avec toi. Donc, tu as 31 ans, tu ne viens pas du milieu agricole et tu es fonctionnaire dans la fonction territoriale, chef de projet énergie-climat. Et donc, tu es située en Occitanie, donc dans l'Ariège, on va dire au sud de Toulouse. C'est ça. Nous, on est à la Bastide de Seyroux. On est à peu près à une heure de Toulouse. Un peu plus, 1h30. Ok, et ça s'entend un petit peu, c'est bien. Tu vas rapporter un un petit petit peu peu, ouais. un peu de soleil. Alors, tu es mariée, vous avez un enfant, et justement, donc ton mari est éleveur bovin Ouais, et producteur donc de sapins de Noël bio. c'est ça. Trop bien. Bah, écoute, c'est une première dans ce podcast. Et surtout, aujourd'hui, c'est le 50e épisode. Donc, c'est assez fou. Tu es la 50e femme d'agriculteur que j'interviewe. Ben, j'en suis très ravie. C'est trop chouette. En tout cas, merci beaucoup. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Ben, avec plaisir. Donc, comme tu l'as dit, moi, je m'appelle Marine. Effectivement, je suis femme d'agriculteur, mais je travaille pas, du coup, enfin, je suis pas agricultrice. Alors, j'aide beaucoup Élien, mais ça, je pense qu'on aura le temps d'y revenir en long, en large et en travers. Exactement. Mais sinon, alors moi, effectivement, je travaille, je suis fonctionnaire dans la territoriale, donc j'ai un parcours un peu atypique pour arriver là. Là aussi, je pense qu'on pourra en reparler. Mais aujourd'hui, du coup, je travaille, voilà, avec certains élus ariégeois sur les questions de transition écologique et d'aménagement du territoire. Ok, ça marche. Et alors, avant de parler un petit peu plus de toi en détail, est-ce que tu peux nous décrire un petit peu avec qui tu vis, où tu vis et comment se présente la ferme de ton mari ? Alors oui, donc je vis avec Elian, donc on est même mariés depuis 2 ans et depuis l'année dernière, on est les heureux parents d'un petit Timéo, qui va avoir 1 an. Alors, quand le podcast va sortir, il viendra tout juste d'avoir 1 an. Trop chouette. Aurélien, lui, du coup, il est à la tête effectivement donc d'une exploitation agricole. Il s'est diversifié depuis qu'il a repris l'exploitation familiale. Donc, il y a des limousines sur la ferme en bovin en laitant. Ok. Et il fait aussi du maïs pour de l'autoconsommation et du tournesol semence. Et aussi, la petite particularité de cette exploitation, là je vais dire «on» parce que ça par contre on le fait ensemble, on a, une vente de sapins de Noël, biologiques. Ok. Et justement, sur cet aspect-là, donc moi, je ne connais pas bien. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment ça se passe ? Ben ouais, complètement. Alors nous, du coup, alors cette culture de sapin, on va dire que ça vient du fait que Élien voulait peut-être combler un vide, puisque l'hiver, on avait moins de choses à faire. Il s'est dit: «Té, qu'est-ce qu'on pourrait faire l'hiver?» Mais on pourrait, se mettre à planter et à faire pousser et à vendre des sapins de Noël. Donc ça fait, depuis, 2018, on va dire que le projet a commencé donc avec, d'abord, 4 hectares de sapins et aujourd'hui on est à 6,5. On avait commencé à planter 35 000 sapins et là, sur les dernières années, on en a planté 15 000 de plus. On vend de l'épicéa et du Norman enfin on est en bio sur ces parcelles-là. Ce sont des sapins, qui sont, locaux et qui sont, biologiques puisque la plupart des sapins qu'on va acheter, que ce soit, en pépinière ou en grande surface, c'est très souvent, des, sapins qui viennent des pays nordiques et qui ont reçu, beaucoup de traitements, phytosanitaires, notamment, pour, les maladies ou alors pour la gestion de l'herbe. Nous, on a fait le choix de mettre, des brebis dans nos sapins. Ok. On les appelle nos tondeuses à pattes. Trop drôle, ça marche. Et alors, comment ça se passe ? Quelle est la saisonnalité et quels sont les travaux engagés pour cette culture ? Alors pour cette culture en particulier, finalement, elle est
enfin, je veux dire, elle est complémentaire des autres dans le sens où si chaque année, du coup, on replante parce qu'on est vraiment sur des parcelles qui ont une destination agricole, hein. On n'est pas du tout sur des parcelles, on n'est pas sur de la forêt où nous, souvent, on nous dit: «Ah mais vous coupez des forêts». Non, pas du tout. On est sur des parcelles agricoles où avant d'avoir des sapins, il y avait du maïs. Mmh. Et donc chaque année, on prélève, un certain nombre de sapins, qu'on met à la vente et c'est des sapins qui sont choisis sur la parcelle pour tout un tas de critères, de notamment, de beauté d'un sapin qu'on a envie d'avoir dans notre salon et donc on va replanter, du coup, dans au niveau des sapins qui ont été coupés, de nouveaux sapins. Donc ça, c'est très souvent, on va dire, septembre, octobre, novembre et après, le gros rush, des sapins de Noël finalement très condensé, hein, puisque c'est une culture, très, très condensée puisque, il faut qu'en 3 semaines, un mois, on ait coupé les sapins, fait les marchés, commercialisé nos sapins, vendu, fait de la com, et c'est Noël et c'est fini. Et alors vous vendez autour de vous? Vous exportez un petit peu? Donc les sapins du Séronais, c'est d'abord né, on va dire, des liens, hein, qui avaient cette volonté, de se diversifier et puis moi, je me suis rattachée à ce projet donc parce qu'on s'est rencontrés entre-temps. Moi, j'ai toujours été très attachée, ça c'est un contexte familial, à cet esprit de Noël, à ce côté, très famille, à ce côté très humain et donc on a voulu assez rapidement, ça c'était quand même, quelque chose de commun tous les 2 de se dire: «Il faut qu'on monte quelque chose autour de ces sapins, on veut pas les envoyer sur une plateforme, on veut monter une image en fait, on veut monter, Ouais, pas une marque parce que OK. c'est pas une marque, mais en tout cas cette image, qui nous correspond complètement. Donc on a beaucoup, développé au début sur les marchés très locaux. On est resté beaucoup en Ariège, on a fait beaucoup de local, les gens peuvent venir à la ferme choisir leur sapin, enfin voilà, on a beaucoup, beaucoup travaillé les premières années sur ça et là, petit à petit, on commence un peu à sortir de l'Ariège, mais pour autant, on reste quand même dans un périmètre pour l'instant, on va dire, sud-ouest quoi, pour garder ce côté local, et pas envoyer nos sapins finalement, ce qu'on veut pas faire dans un sens, on veut pas le faire dans l'autre non plus, quoi. OK, je comprends. Et alors comment ça se passe les sapins? Est-ce que vous en plantez chaque année? Comment est-ce qu'on fait pour avoir, différentes tailles pour, répondre, aux besoins des différentes familles au moment de Noël? Comment est-ce que ça se fait tout ça? Les premiers sapins donc ils ont été plantés en 2018, donc là ça commence à faire quelques années, en sachant quand même qu'un sapin, notamment, un Norman, pour qu'un Norman fasse, je sais pas, on va dire un sapin un peu classique, 2 mètres, il a quand même fallu attendre 8 ans, hein, pour, avoir des sapins de cette taille-là. Il y a ce sujet aussi, hein, au niveau très concret agricole, on n'est pas du tout sur la même temporalité que toutes les autres cultures finalement, c'est quelque chose, enfin il y a de l'investissement à un instant T qui du coup, ne se récupère que très, 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 très lentement et vraiment sur un pan de temps beaucoup plus long. Mais nous du coup on replante chaque année, qui nous permet d'avoir un roulement. Alors on aura là on va dire que cette année, l'année prochaine, on est dans le gros de notre production puisque les sapins plantés il y a en 2018 là sont sur des tailles, à peu près, classiques que les gens mettent chez eux entre on va dire 1,50 m et 2,50 m et après, on aura ceux qui ont été, replantés, chaque année. Donc on a quand même un turnover qui nous permet d'avoir des sapins chaque année, pour nos clients. OK, trop bien. Alors maintenant qu'on voit un petit peu mieux, le décor, on va parler un peu plus de toi. Ouais. D'où viens-tu initialement et est-ce que tu as grandi dans un milieu agricole? Alors moi, je viens d'Ariège, hein, je suis quand même, je suis ariégeoise. J'ai pas du tout grandi dans un milieu agricole. J'ai grandi pas très loin de la bastide de Seyroux, donc en tout cas, on va dire dans un milieu rural, ça Ouais. oui, complètement. Par contre, pas du tout, moi je suis, fille d'institutrice et mon papa vend des voitures, donc je suis très, très loin, enfin j'étais très loin en tout cas, de ce milieu agricole. Par contre, voilà, j'ai grandi juste à côté, donc dans un milieu rural. Je J'ai pas grandi en ville, complètement déconnectée de ces sujets-là, mais pour autant, pas du tout dans la réalité, on va dire, du monde agricole. Si tu vois ce que je veux dire? OK. Ouais, ouais, je comprends bien. Et alors, quel a été ton parcours professionnel? Quelles études et ou formations as-tu faites, pour quel, projet? Je suis partie à Toulouse, j'ai fait un master en gestion de la biodiversité. Moi, je voulais travailler dans tout ce qui était contexte réglementaire, dans l'environnement. J'ai toujours eu, ce côté un peu, enfin, j'étais attirée par tout ce qui était, on va dire les impacts des grands projets, routiers, des grands projets, projets éoliens et cetera, sur tout ce qui est biodiversité, sur l'eau, voilà, sur tout ça, j'ai toujours eu cette sensibilité-là, on va dire. OK. Et du coup, donc suite à mes études, j'ai été engagée dans un bureau d'études en environnement. Là, par contre, je suis partie, de Toulouse, je suis allée à Montpellier, à Bordeaux. Enfin voilà, j'ai travaillé
dans des grandes villes. OK. Et donc, qu'est-ce que tu fais, professionnellement, maintenant? Et alors maintenant, à un moment donné, donc je suis revenue, en Ariège, donc par amour, voilà. Sauf que, la réalité de ces départements, ruraux, parce que c'est le cas, hein, l'Ariège est un département, très rural, c'est aussi la réalité professionnelle qui va avec. Trouver un emploi, en tout cas sur des postes, en tout cas tels que j'occupais, juste avant, c'est quelque chose de difficile et donc à un moment donné, des questions se posent. Est-ce que vraiment je déménage? Oui et non, mais en étant avec un agriculteur, forcément, lui ne peut pas déménager, donc on sait à un moment donné que les choix, viennent en tout cas professionnels, viendront forcément du nôtre. Et il y a eu un moment un peu bon après moi j'aurais tendance à dire que, les choses sont faites pour une raison, hein. C'est vrai que quand j'ai rencontré Elian, j'étais un peu sur une période professionnelle, un peu perte de sens. C'était au moment, du covid, c'était le premier confinement. Ouais. De me demander en fait un peu pourquoi je faisais tout ça et pourquoi voilà, il y a eu un peu ce flottement-là et clairement finalement en cherchant du travail en Ariège et en tombant, sur le poste que j'occupe actuellement dans la territoriale, auprès des élus de mon territoire et de faire vraiment des choses, très concrètes, ouais, je me dis en fait, clairement, c'est complètement, ce boulot, pour lequel je suis fait, quoi et finalement sans avoir quitté, Toulouse et sans pour à la base Élian, je me serais jamais peut-être dit: pourquoi pas aller travailler, auprès d'élus, du territoire, dans la territoriale, quoi. Et justement, donc là, ton quotidien, ça ressemble à quoi? Quelles sont tes missions dans ce poste? Mes missions, donc au travers du syndicat, concrètement, on dit qu'on va aider les élus à préparer finalement, l'avenir du territoire, alors soit, des communes, des intercommunalités. On travaille vraiment avec eux sur des sujets concrets, sur l'énergie, sur l'urbanisme, il y a un gros sujet aussi sur la préservation des terres agricoles et on va construire avec eux un peu le territoire des prochaines années. Où est-ce qu'ils vont vouloir construire? Qu'est-ce qu'ils vont vouloir préserver? Voilà, quels vont être les impacts du changement climatique? Finalement, enfin, un peu que ce soit comme dans ma vie perso ou au travail, on a vraiment, cette question du territoire et de, préserver, notre territoire au maximum. Alors après avec des lunettes, différentes, ça c'est sûr parce que ça reste de la politique, mais c'est quand même ça mon quotidien au travail. Et alors, tu nous parlais tout à l'heure des sapins et tu disais, «nos sapins». Justement, est-ce que tu aides sur l'exploitation? Est-ce que tu as une part sur l'exploitation et qu'est-ce que tu y fais? Sur la ferme d'Elian, donc Elian, il est dans un GAEC, hein, sur, la ferme où on vit, parce qu'on vit dans la ferme, enfin au milieu de la ferme, on va dire. OK. Dans cette ferme, finalement, ma place, elle s'est fait un peu naturellement et progressivement puisqu'effectivement, j'ai jamais voulu m'imposer, hein, puisque c'est le projet de vie d'Elian, c'est sa ferme. Mais par contre, on s'est rendu compte qu'assez vite, je pouvais apporter des compétences, si je peux dire, un peu différentes, et extérieures au monde agricole et notamment, sur les sapins. Donc tout ce qui est la partie, communication, administratif, développement puisque finalement, oui, je disais tout à l'heure que les sapins du Céronais, c'est pas une marque, mais presque. On a réussi finalement à grossir, à se faire connaître et donc il y a, tout ce qu'il y a derrière, hein, la gestion des clients. On travaille beaucoup avec les associations de parents d'élèves, donc il y a tout ce travail, de septembre à décembre sur, toutes ces commandes, tout. Moi, j'aime beaucoup travailler avec eux parce que je trouve ça super intéressant, mais voilà, il y a toutes ces choses-là, on va dire tout l'administratif et toute la gestion de l'ordinateur que je fais moi. Mais par contre, c'est pas mon travail, quoi. Mon travail, moi, c'est un choix, je suis dans la territoriale, je fais ça, bénévolement, si je peux dire ça comme ça. Oui, c'est Voilà. ça. Tu es pas du tout, déclarée Non, comme étant, coexploitante. non. OK, ça marche et justement, le fait de travailler, en dehors de l'exploitation, ça crée peut-être aussi un équilibre dans votre couple. Est-ce que toi, tu te serais vue, travailler avec lui, au quotidien? La question, elle s'est un peu posée, enfin, c'est un peu posée, oui et non. Enfin, on se l'est un peu posée, on va dire, quand j'étais en congé maternité puisque du coup, j'étais plus à la maison, donc plus à, aider, sur parce que je l'aide aussi beaucoup sur les aspects administratifs du GAEC, tous les papiers et cetera et en congé maternité, quand je faisais ça toute la journée, je me suis dit, bon alors c'est très sympa pendant la période des sapins parce que là, à ce moment-là, c'est très dense et ça prend beaucoup de temps, mais en fait, j'aime aujourd'hui trop mon travail, Ouais. pour le mettre de côté et pour, vraiment être à 100 sur l'exploitation. Alors c'est très intense, surtout maintenant avec un bébé, mais pour l'instant, c'est ce choix qu'on a fait finalement, parce que j'ai cette chance d'avoir un travail, dans lequel, je m'épanouis et où
Comme tu dis, ça serait peut-être complètement différent si je l'avais pas. Ouais, mais tu pas fermé non plus à ce qu'un jour Non, ça non, évolue, non, vous et verrez je bien. pense que en fonction de comment va continuer à évoluer les sapins du Cerronnais, peut-être que la question se reposera ou alors se reposera sur, un mi-temps ou sur, voilà, juste, pas être à temps plein à mon travail. Mais voilà quoi, mais en tout cas la question, aujourd'hui, ne s'est pas posée. OK, ça marche. Alors j'aimerais maintenant qu'on parle un petit peu de votre vie, à 2, maintenant qu'on te connaît un petit peu mieux et de ce que représente le quotidien quand on vit avec un agriculteur. Comment est-ce que vous êtes, rencontrés tous les 2? Alors, nous, on s'est rencontrés, on dit souvent que le confinement, ça a été quelque chose d'assez compliqué pour les gens. Nous, ça a été complètement l'inverse. Vivant à Toulouse, je suis rentrée me confiner chez ma maman, donc qui habite, juste à côté, à 10 minutes là de la maison. On a une grande maison familiale et donc elle a dit à toute la famille: «On se confine tous ensemble, ça sera vachement plus sympa». Très bonne idée. Alors effectivement, déjà, on était tous ensemble et puis que maman, faisait des soirées un peu clandestines. Elle a un groupe avec qui elle fait de la salsa. On était, quelques-uns à se retrouver, pour danser et notamment Elian, du coup, qui, danse avec ma mère depuis de nombreuses années. Ils font de la salsa ensemble et en fait, ça s'est fait comme ça. D'une soirée, une première soirée, une deuxième soirée, une troisième soirée. Une personne qui finalement, je pense que de moi-même, voilà, étant à Toulouse, dans un cercle avec d'autres personnes, je me serais peut-être pas, non pas que je me serais pas intéressée à lui, mais peut-être qu'on aurait eu moins d'occasions, en tout cas, de passer du temps ensemble. Là, c'est voilà, le confinement, en tout cas, nous a donné cette occasion-là et je pense qu'on remercie tous les 2 le covid, parce que, on serait passés à côté d'une belle histoire, en tout cas. Ouais, mais c'est trop drôle du coup de rencontrer sa belle-mère avant sa femme du coup. Et toi, le fait d'avoir eu ta vie, citadine, ta vie urbaine à Toulouse, est-ce que tu te voyais revenir à la campagne? Est-ce qu'il y avait des choses qui te manquaient? Est-ce que cette notion de ruralité, donc on le comprend un peu dans ton travail, c'était, essentiel? Je m'étais pas du tout projetée justement au moment où j'ai rencontré Elian. C'était un moment, en tout cas au niveau de ma vie professionnelle, où on me proposait un poste du coup sur Paris. Un poste du coup, à responsabilité, enfin un poste vraiment pour mon âge qui était un peu la continuité de tous les efforts que j'avais mis en œuvre, on va dire depuis mes études et c'est là que, j'ai fait le choix de ne pas prendre ce poste et à l'inverse de revenir en arrière. Mais sinon, non, pour moi clairement c'était pas quelque chose, à l'âge où j'avais en tout cas, juste avant la trentaine, enfin non, j'avais 25 ans, je m'étais pas dit que j'allais revenir en Ariège. En tout cas pas à cet âge-là Et et pas avec les ambitions, on va dire, que j'avais, au niveau professionnel. ouais, c'est ça. OK. Et quand tu l'as rencontré, donc il était, déjà éleveur ou il t'avait parlé du fait de l'être? Ah, il l'était déjà, hein. Lui, parce qu'en fait, on se connaissait déjà dans le sens où, il faisait partie du groupe de danse, de ma mère. Ils étaient un groupe, de plusieurs amis. On s'est déjà croisés et Liam, il a toujours déjà, il a grandi, dans une exploitation. Sa mère, son père, enfin tout son cercle familial, tout le monde est agriculteur et puis lui, finalement, comme il le dit, il s'est jamais vu faire autre chose que de l'agriculture. Alors, finalement, il y a peut-être aussi la question de se dire, il s'est jamais posé la question puisque, voilà, c'était un peu tout tracé déjà. Mais pour autant, oui, je l'ai toujours connu agriculteur et je savais qu'il l'était. Mais, c'est pour ça que le début de notre relation a quand même mis, je pense que pour que les choses se stabilisent et que vraiment, ça a pris du temps. Mais c'est ce qui c'est nécessaire, je pense, dans des changements de vie, comme ça. Et toi, le fait qu'il était, éleveur, est-ce que ça te donnait envie de partager sa vie? Est-ce que tu avais quelques peurs, craintes par rapport à son métier? Alors déjà, je pense qu'on sait pas réellement, enfin sauf si on a sauf si on vient d'une famille d'agriculteurs d'ailleurs, ou si on a des personnes très proches agriculteurs. Je pense qu'on sait jamais trop réellement dans quoi on met les pieds. Ça, c'est vrai. On s'en aperçoit petit à petit. Alors au début, peut-être qu'on voit les bons côtés, on se dit: «Waouh, ils vivent dans le cadre», ça c'est vrai, parce que souvent, enfin pas toutes, mais du coup le fait de vivre à la campagne, dans des fermes, il y a on va dire le milieu naturel, le cadre et cetera. Mais après on commence vite à voir que, il y a pas de week-end, les horaires, il y en a pas, les vacances, il y en a pas. Bon voilà, on commence à voir tout ça. Donc oui, je pense qu'il y a une peur et puis moi la peur que j'ai vraiment eue à ce moment-là, c'était vraiment de me dire: «Bon OK, je fais ce choix de ne pas continuer ma carrière, en tout cas celle que je m je que j'ai devant moi, partir à Paris, sur ce poste, je fais cet autre choix de rester là». Parce qu'en plus, je suis dans un moment où je suis un peu en perte de sens, donc peut-être que toutes les planètes sont un peu en train de s'aligner. Mais pour autant, je savais pas vraiment dans quoi je mettais les pieds quand même, faut dire la vérité. On n'est jamais, puis même là, après 6 ans, 7 ans, on apprend encore on n'a pas encore tout vu, hein. Je crois qu'il faut une vie entière pour, pour voir tous les aspects du monde agricole.
Ouais, c'est ça, mais les surprises, les déconvenues, parfois les bonnes surprises, aussi, bien sûr. Donc là, vous vivez sur l'exploitation, c'est ça? Ouais, on a la ferme enfin on a un corps de ferme, qu'on retape, qu'on s'éclate à retaper depuis, plusieurs années et qui est vraiment, dans la ferme. C'est l'ancienne étable même, tu vois? On peut pas être plus dans la ferme. En tout cas, on a les vaches, on a les champs, on a tout autour, oui. Et ça, est-ce que c'était un choix? Est-ce que ça te faisait peur aussi dans cet aspect-là de faire ta vie avec un éleveur, le fait de vivre sur l'exploitation? Je pense que, bon, ça a quand même ça a des gros avantages que je voyais peut-être pas au début. Là, aujourd'hui, les gros avantages, je les vois parce que, le fait d'être, au centre de l'exploitation, en tout cas, ça permet, quand il a des grosses journées ou que, voilà, il est juste à côté et ça permet d'avoir un lien qui est beaucoup plus simple que s'il partait un peu plus loin et que, bah, là, du coup, on le verrait pas du tout de toute la journée. Par Mmh. contre, au début, c'est quelque chose qui peut faire, alors, peur, ouais, non, on va me dire les mots, qui fait peur parce qu'on n'est plus du tout habitué à ça, en fait. Enfin, moi, j'avais mon appartement depuis que j'avais 17 ans. J'étais très proche de mes parents, mais je sais pas, je les voyais, 2 fois par mois. Enfin là, tous les jours, il y a son père qui vient, à l'exploit parce qu'il l'aide encore sur l'exploitation. Enfin, il a, tous ses proches qui sont, alors on est quand même, ils sont pas autour de la maison direct, hein, on est quand même, seuls chez nous. Mais il y a quand même, ce côté, très familial, très rural et très agricole qui, peut faire peur au début sur, déjà comment trouver sa place là-dedans et puis, comment, réussir à créer quelque chose, quoi. Enfin voilà, il y a un peu toutes ces interrogations-là. Au début, c'est vrai, que ça peut questionner, surtout quand on n'est pas habitué à ça. Ouais, exactement. Et alors, comment s'organise votre vie au quotidien sur cette exploitation? Alors du coup, sur l'exploitation, au quotidien, bon, j'ai envie de dire, c'est un peu tous les jours pareil. Enfin non, c'est tous les jours, c'est des tâches différentes pour lui, mais en tout cas, alors le quotidien a un peu changé depuis qu'on a Timéo, donc depuis 1 an. Moi, on va dire que dans ce quotidien, avant Timéo, ce qui m'a sauvée et je pense que c'est une réalité, on est quand même très souvent seul. OK, il y a la période des sapins qui est très dense, mais là où effectivement on est tous ensemble, donc là, bon, voilà, c'est quelque chose de commun. Mais après, il va y avoir la période des ensilages, la période des semis, la période de la paille, enfin tout, voilà, toutes ces périodes qu'on connaît toutes et que, en fonction des différentes cultures, mais en tout cas des périodes où on se retrouve seul et qui peuvent être, je pense, très difficiles. Moi, ce qui m'a un peu sauvée, c'est qu'étant ariégeoise, j'ai des amis d'enfance encore ici, donc j'ai un Ouais. cercle et surtout, j'ai mes parents, j'ai ma famille, j'ai ma sœur, ce qui fait qu'au début, finalement, on avait des temps de qualité avec Elian, mais qui étaient quand même assez ponctuels dans la semaine, hein, puisqu'il faut savoir qu'Elian, sur une semaine complète de 7 jours, il ne travaille pas le dimanche. Et même au début qu'on était ensemble, il travaillait le dimanche matin. Donc c'était le dimanche après-midi. Bon là ça depuis qu'il y a Timéo quand même, c'est 6 jours sur 7. Mais c'est vrai que quand on est habitué à des et puis le soir, voilà, il n'arrête pas de travailler à 5 heures ou à 6 heures, quoi. Donc il y a ce côté se retrouver, beaucoup seul, qui là, du coup, un peu changé depuis qu'il y a Timéo parce que du coup, je me suis mis à 80 pour passer un peu plus de temps avec lui. Mais du coup, c'est pareil quand même pour autant, Elian, continue à travailler, 6 jours sur 7 et moi, j'essaye au maximum de l'aider sur l'exploitation, on va dire, sur les aspects administratifs que je peux faire, et ça prend un temps fou et moi, j'essaye au maximum de l'aider là-dessus pour que, le temps qui lui reste, ça soit du temps en famille, quoi, en tout cas, du temps où il est vraiment avec nous. Ouais, donc tu le fais aussi pour vous décharger là-dessus et pour pouvoir en profiter un peu Ouais, plus c'est ça. ensemble. Comment est-ce que vous arrivez à vous organiser pour garder un équilibre de couple dans ce rythme-là? Je pense aussi que des couples qui se forment comme ça dans le milieu agricole, on est souvent des couples qui dès le début, on est quand même habitués à se voir, peu. Enfin voilà, nous c'est vrai qu'avant, on avait pris l'habitude, 1 fois par semaine de se faire, voilà, soit un resto, soit des choses ponctuelles finalement, parce que ça reste ponctuel et des week-ends, c'est très rare, mais on s'en faisait aussi, mais par contre, on a toujours, tous les 2 passé nos soirées ensemble et que tous les 2 quoi. On n'est pas l'un sur le téléphone ou l'autre en train de faire autre chose. On est vraiment tous les 2, soit autour d'un repas, soit, autour d'un moment tous les 2. Enfin, quand il fait beau, on est dehors, quand il fait un peu moins beau, on est devant une série, mais on a ce temps de qualité tous les jours. Ça va être 1 heure, ça va être 1 heure et demie, ou 2 heures, mais en tout cas, ça nous permet de nous reconnecter. Alors, la réalité, c'est que oui, on va parler, de l'exploitation beaucoup. Un peu? Beaucoup de mon boulot aussi, parce que, voilà, c'est vrai qu'en plus travaillant dans la politique, il y a des sujets qui peuvent se recouper et sur des aspects territoriaux, en fait ça rebondit, ça répercute, enfin voilà, tout est en lien finalement et maintenant beaucoup notre fils quand même, c'est vrai. Mais en tout cas, on essaye
de voilà, de vraiment prendre ce temps-là et puis d'être là vraiment, et c'est ce qu'il fait d'ailleurs aussi maintenant quand il est avec son fils, c'est quand il est là, il est peut-être pas aussi présent que notre papa peut l'être, mais par contre quand il est là, il est vraiment là quoi. Il est présent et il est pas, enfin comme il peut, hein, parce qu'il y a des périodes où il aura beaucoup trop de choses dans la tête et on voit bien qu'il est là sans être là, mais la plupart du temps, il essaye d'être vraiment là, vraiment présent, sur le moment quoi. Ouais, je comprends bien. Et tu en parlais un petit peu tout à l'heure, mais est-ce que vous arrivez donc à partir un petit peu en week-end, en vacances? En vacances, en plus, voilà, on sort justement, d'une semaine de vacances où je suis partie toute seule avec ma mère et mon fils, puisqu'Elian, n'a pas pu, puisque du coup, c'était, la période de l'ensilage. Donc on essaye nous au maxi on part quand même, 1 semaine, on va dire. Ouais, 1 semaine en août. On prend ce temps-là, pour l'instant avec le psy, on n'est pas partis, mais tous les 2, on essayait quand même de partir une fois par an, voilà. Et après en week-end, c'était assez rare, mais c'est un peu, du dernier moment en fonction de la météo, quoi. S'il fait pas beau, bon, partons en week-end, quoi. Ouais, c'est ça, tu C'est un c'est c'est un toujours peu un ça peu quand la même. la vie au jour le jour, je comprends très bien. Et donc tu parlais du fait de partir seule. Est-ce que ça c'est OK pour toi? Est-ce que je sais que c'est pas toujours évident, pour certaines femmes de le faire. Est-ce que tu le fais par, fatalité ou est-ce que, tu aimes bien ça aussi? Je pense qu'il y a quelque chose qui est super important. Moi nous, en tout cas, dans notre équilibre, c'est vraiment notre cercle familial. Parce que finalement, quand je pars comme ça, je pars pas seule. Je Oui. pars avec ma mère, je pars avec ma sœur. C'est grâce à elle, en fait, notamment le postpartum, je l'ai vécu, parce que bon, mon fils est né en plus en juin, donc c'est au niveau agricole, c'est la période la plus dense, en tout cas pour nous, hein, sur les cultures qu'on a nous. Mais grâce à elle, voilà, j'ai quand même réussi à vivre mon postpartum, d'une façon, sereine, parce que, quand papa était sur des journées, énormes, alors que le bébé venait de naître, il y avait ma mère, il y avait ma sœur et c'est un peu toujours là la même chose sur les vacances, elles prennent le relais, on part ensemble, et finalement oui, il y a toujours une part de moi, je peux pas l'enlever, qui me dit: «Ah qu'est-ce que j'aimerais que mon fils il vive, ce moment-là avec son père». Mais maintenant, en fait, je me rends compte que ce qui me fait le plus de peine, c'est que je sais qu'Elian aussi vit ça, en fait. Là, depuis qu'on est parents et depuis que lui est papa, je sens que peut-être même plus pour lui parce qu'en fait, moi, je vis des moments, voilà, on est quand même en famille, il y a la tante, il y a la mamie, enfin, on est ensemble et finalement, on est quand même partis, on passe quand même des très bons moments. Par contre, le soir, quand j'appelle papa et qu'il est tout seul à la maison, dans la maison, ça, c'est un ouais, c'est un peu plus compliqué C'est un parce qu'on peu sent plus dur, que ça ouais. le pèse à lui aussi, ouais. Je comprends bien. Et là, tu parlais un petit peu donc de ta famille, de ta maman, de ta sœur. C'était une exploitation, familiale initialement? Ouais. Donc ta belle famille est pas loin? C'est plusieurs fermes, côte à côte là qui travaillent un peu OK. ensemble, qui s'aident et cetera. Mais sinon oui, il a, du coup son père et son frère qui sont juste à côté et juste à côté, de l'autre côté, on va dire, il y a sa mère et son frère. On est aussi très proches, de sa famille à lui. Son père, surtout, est très souvent par là et sa mère un peu moins, mais on est quand même tous, très proches. Alors c'est pas pareil parce qu'en fait, eux, même s'ils sont plus vraiment les 2 sont à la retraite, ils travaillent toujours autant dans les exploitations donc c'est pas eux qui peuvent partir en vacances avec moi. Oui. Mais par contre, voilà, ils sont très présents mais très présents pour les exploitations, en fait, plus que pour la garde des enfants. Ouais. Et ça, la proximité avec la belle famille, comment est-ce que tu le vis? Toi qui ne viens pas du milieu agricole, c'est quelque chose que tu as dû un peu, découvrir. Est-ce que, tu y vois des bons côtés, des moments un plus compliqués? Comment tu le vis ça? Alors ça, sincèrement, ça a été quelque chose de très difficile au début, vraiment. Parce que c'est ce que je disais, tout à l'heure, moi j'avais l'habitude de vivre seule, enfin en tout cas vivre seule ou avec des amis ou avec, des colocs, enfin voilà, c'était pas du tout, pas avec ce côté on va dire, d'autres générations en tout cas, dans le même milieu de vie et c'est vrai qu'au début, c'est quelque chose ça qui a été difficile, notamment, voilà, Elian est très, très proche de son papa et dans les 2 sens. Son papa est très, très proche d'Elian et de voir en fait, tous les jours, même le week-end puisqu'en fait un agriculteur du coup n'a pas de week-end donc pour lui, un samedi, c'est pas un samedi quoi. Un samedi, c'est un mardi, c'est un lundi, c'est alors que moi, un samedi, c'est un samedi quoi. Je viens de finir ma semaine, j'ai envie d'être tranquille chez moi, donc il y a eu ce moment au début un peu délicat de trouver sa place, voilà chacun, et je pense que cette place maintenant est complètement trouvée et puisque maintenant ça fait quand même plusieurs années. Les choses se sont par des discussions et par des ajustements, se sont mises en place d'elles-mêmes, mais oui, c'est un sujet, quand on n'est pas habitué, c'est quelque chose de il faut quand même avoir ce côté familial qui est mon cas, hein, puisque moi je suis très, très famille. Il faut accepter, d'avoir effectivement, ce lien familial fort avec sa belle famille, quoi.
Bon, j'ai la chance de bien m'entendre avec eux, Mais c'est bien de dire que heureusement. c'est pas toujours évident non plus, hein. Ah non, 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 mais après moi je sais que j'ai des proches autour de moi, enfin même des copines qui ne pourraient pas, qui ça serait pas Ouais, possible. Après je l'entends, mais après c'est aussi, quand moi au début, c'est je me disais: «Bah, si je continue ma vie avec Elian, c'est je prends Elian, mais je prends le package quoi». Donc si tu prends Elian, tu prends, la ferme où on vit, tu prends, oui ses parents, son milieu de vie, enfin tu peux pas, dissocier, Elian et tout ça quoi. Donc c'est soit tout, soit je rien. comprends bien et je pense que c'est des sujets qui étaient encore plus, tabous à l'époque, donc je trouve ça, hyper bien d'en parler ensemble. Alors tu nous parlais un petit peu tout à l'heure de tes enfants et de la maternité. Justement, comment est-ce que ça s'est passé l'arrivée de ton fils par rapport à la ferme et comment est-ce que tu l'as vécu? Alors moi, j'ai justement la maternité, j'ai eu, en tout cas enceinte, j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'inquiétudes, quand j'étais enceinte parce qu'en fait avant on avait, on va dire un équilibre tous les 2. Donc lui, son équilibre, c'est son travail, donc voilà, beaucoup de travail. Finalement, les temps où on se retrouvait, c'était plus, des soirées au restaurant ou des week-ends ponctuellement, mais des journées, très, 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 très denses. Moi, je comblais avec, des activités. Je fais beaucoup de sport, j'ai des copines, donc voilà, on me fait ces trucs et tout et on arrive le soir, fin de journée et là, en fait, enceinte, je me suis dit: «Mais est-ce que je vais pas être souvent seule ou trop souvent, en tout cas, seule? Est-ce que finalement Elian, il va réussir à trouver sa place?» Enfin bon, énormément d'inquiétudes, enfin mais beaucoup. J'ai beaucoup, beaucoup stressé et à la fois, c'est une période où, les mamans, en tout cas, en tout cas, les femmes enceintes peuvent avoir beaucoup d'inquiétudes et à la fois, moi, je voyais Elian un peu démuni parce que, j'étais enceinte et lui, pour l'instant, le bébé, il était pas là, c'est un agriculteur, donc un agriculteur, ça fonctionne sur le concret, il faut, que les choses soient là, enfin dans la période, en tout cas enceinte, a été un peu particulière, surtout qu'on a appris en cours de grossesse que Timéo avait une malformation. Il est né avec un pied beau, enfin un pied, on va dire, tordu quoi. C'est une malformation embryonnaire, enfin, mais qui entraîne beaucoup de soins sur les premières années de vie donc du bébé et donc il y a eu ce côté de me dire: «Oh là là, mais en plus, le pauvre, il a une pathologie, il va falloir, Ouais. enfin, voilà, ça me rajoutait encore un truc dans la charge de me dire, enfin voilà. Donc il y a eu toutes ces inquiétudes pendant la grossesse et puis là, j'ai accouché. Et puis au bout de, je sais pas, 2 mois, je me suis dit: «Mais pourquoi tu t'es autant pris la tête en fait?» Ça a un peu gâché quand même ma grossesse, faut dire la réalité. Alors que, oui, concrètement, je suis souvent seule avec Timéo, mais dès qu'on a un petit temps, on saute dans le tracteur, lui, il est trop content, il est avec son père, il le regarde, comme si c'était, je sais pas, Dieu tout puissant quand il est en train de conduire son tracteur. Le premier mot qu'il a dit à 9 mois, c'est tracteur. Aujourd'hui, je me dis: «Il y a nulle part ailleurs où j'aurais envie que mon fils grandisse, quoi». Donc, je sais pas, il y a une espèce de truc, qui se fait complètement naturellement et où Elian surtout, il a cette capacité à, quand il est là, il est vraiment là, quoi, les moments sont tellement, en tout cas, qualitatifs en termes de présence que même s'ils sont moins nombreux, ils sont ce qu'ils sont et on les prend comme ça et puis voilà, on a pris l'habitude de sauter dans le tracteur, 1 heure ou 2, pour passer du temps avec lui et ça se fait très bien comme ça et à la fois, quand, Timéo a eu son gros suivi, pour son pied beau quand il était, vraiment petit, papa il était là tout le temps. Il y a jamais eu de sujet, de là il fallait faire ça ou de là il fallait faire ça. On avait Ouais. rendez-vous à l'hôpital, papa il était là quoi, sans se poser aucune question. Donc bon, je pense que c'était des inquiétudes normales, Était mais bien pour géré. autant, qui sont complètement effacées, ouais. Ouais, ouais, OK, trop bien. Comment est-ce que vous gérez du coup, la vie quotidienne avec votre fils? La réalité, c'est quand même que j'ai beaucoup plus, on va dire, Timéo à ma charge que lui ne l'a et bon ça c'est une réalité. Bon, d'autant plus que j'ai fait le choix de plus travailler le mercredi du coup pour être avec lui. Mais sinon, je suis avec lui, on va dire, du lundi au samedi et puis, le dimanche matin, c'est mon temps à moi, parce que je fais du trail, et papa passe la matinée, avec Timéo. Mais par contre, là où je vois vraiment, une différence, assez nette quand même, c'est que, même là où on est l'été et où, un agriculteur souvent c'est aux horaires, du soleil, là il est pas rare que, à 18:00, j'ai Elian à la maison, pour passer, 1 heure ou 1 heure et demie avant que Timéo aille au lit, avec nous. Ouais. Chose qui avant, était pas voilà, il fallait qu'il remplisse la journée au maximum avant que le soleil se couche pour, faire le plus de tâches possible dans un laps de temps, quoi. Non là,
on passe quand même plus de temps ensemble. Mais par contre, voilà, j'ai quand même moi qui et puis tous les rendez-vous, voilà, il a du kiné, de la psychomote, enfin voilà, tous ces sujets-là, on va dire, c'est quand même moi qui les gère, quoi. Faut pas se mentir, hein, non plus. C'est quand même moi qui gère le quotidien de Timéo. Et tu arrives à l'allier avec ta vie professionnelle, sans trop de soucis? Je pense que c'est pas, l'objectif non plus, c'est pas de dire que c'est facile tout le temps parce que ça Mmh, l'est ouais. pas. Il y a des moments où effectivement, parce qu'en plus j'ai un travail, très prenant dans le sens où je suis complètement investie, donc c'est, un boulot qui me plaît donc voilà, c'est il y a ça aussi, donc il y a cette charge mentale-là. Il y a la charge mentale effectivement, de Timéo. Alors, pathologie ou pas pathologie, un bébé, c'est une charge mentale de fou furieux. Le quotidien de la maison parce que, pour qu'Elian, du coup, quand il a fini sa journée, il vienne à la maison et pas il aille faire les courses, c'est moi qui m'occupe de tout ça tout le temps aussi, et puis on peut rajouter à ça, les sapins, qui sont quand même toujours en fil conducteur toute l'année, parce que, la saison, elle se prépare toute l'année, hein, si on veut réussir à vendre des sapins. Et puis bon, j'en passe d'autres. Donc non, c'est pas facile tous les jours, mais quand il y a des moments où ça allait un peu moins, on est quand même, très honnêtes l'un envers l'autre. Je lui dis qu'à ce moment-là, c'est difficile. Alors j'essaie au maximum de pas faire de reproches parce que finalement, lui, il y a toujours un côté de moi qui me dit: «Il est pour rien en fait. Dès le début, tu le savais que ça allait être comme ça et ça changera pas Mmh. en fait». Mais par contre lui dire, «C'est pas parce que ça changera pas que là c'est dur. Ouais, là c'est compliqué. Là, il y a mon travail qui me demande beaucoup et puis en plus j'ai envie, j'ai envie de m'investir et j'ai envie de mener à bout, tu vois, ce que je suis en train de faire». Et à côté de ça, il y a Timéo qui a une otite, qui a pas dormi de la nuit, il y a pas de lait, enfin voilà, bon, ça peut sur certains moments un peu être compliqué, mais je pense que ce qui nous sauve, c'est vraiment de se dire les choses, quoi. Et moi, toujours de voilà, quand c'est compliqué, de me dire, «Ouais, mais lui, on voit pas tout à la gueule» parce qu'en fait, c'est pas de sa faute. Enfin, c'est pas de sa faute dans le sens où tu l'as pas découvert en cours de route, où ça a pas changé, où ça a pas, c'est dur, mais ça va passer. C'est Ouais, c'est ponctuel, ça ça, où on va se fonctionne aussi calmer. beaucoup, par Tout saisonnalité quoi, de passe. se dire, là, c'est une période compliquée, ça va revenir. Mais je pense que dans ces périodes compliquées, il faut quand même aussi, réussir. Alors voilà, chacune, on va avoir nos petits trucs qui nous sauvent, mais moi je le disais encore, si j'avais pas vraiment ma mère qui vient quand je lui dis: «Bon là j'en pète, là vraiment, c'est compliqué, Elian, il est dans une tâche, il peut pas se libérer, je suis tellement fatiguée et tellement sous tout que, c'est compliqué avec Timéo niveau, niveau, on va dire, calme. Enfin là, j'ai besoin d'un soutien. Bon, voilà, moi j'ai la chance d'avoir ma mère qui déboule ou ma sœur ou ma belle-mère, enfin voilà, un petit moment de calme et après, voilà, c'est un peu acté entre nous, mais lui, il sait que mes soupapes, c'est le sport, c'est le trail, 2 fois par semaine, même pareil, si n'importe quoi qu'il a à faire, il le fera pas pour que je puisse, faire ces moments-là, moi, quoi. Parce qu'il sait que sinon si j'ai pas ça, là, par contre, ça va être Ouais, compliqué, la semaine d'après. faut retrouver un Il va prendre faut retrouver cher. un équilibre. Ouais, ouais, je comprends. Ouais, il faut enfin, ces trucs-là, c'est se dire, non, il y a rien qui enfin, il faut vraiment les faire et après c'est chacune a ses moments différents, mais si on les a pas, après là, ça peut devenir, compliqué et on peut subir, vraiment, je pense. On peut vraiment subir la vie d'un agriculteur. Ouais, ouais, c'est clair. OK, ouais, ouais, je comprends bien. Et alors pour finir un petit peu notre échange, toutes les 2, y a-t-il une fierté selon toi ou une satisfaction particulière à vivre aux côtés d'un agriculteur? Ouais, complètement, moi je pense que, cette vie, elle m'apporte en tout cas, enfin cette vie avec Elian, elle m'apporte une vraie cohérence, je dirais entre, mon travail, la ferme, tout ce qu'il y a autour aussi, notre manière de consommer, d'élever Timéo. C'est complètement aligné, du coup avec nos valeurs et malgré, cette vie à 3000 à l'heure parce que c'est concrètement, une vie à 3000 à l'heure, ça apaise, en fait. Ça apaise vachement quand on se pose et qu'on regarde un peu, qu'on essaie de prendre du recul et qu'on se dit: «Ouais, bon, j'ai quand même la chance de vivre, dans ce cadre-là». Parce qu'on a voilà, on a cette maison, on a tout ce qu'il y a autour, notre famille, il y a quand même tout ça et puis après, j'admire quand même beaucoup, l'engagement d'Elian. Enfin voilà, humainement, tout ce qu'il arrive quand même à porter, c'est quand même aussi, une admiration finalement, pour l'homme avec qui je passe ma vie et puis, très sincèrement, enfin moi c'est quelque chose, que j'assume complètement, je suis OK avec cette vie et je la subis pas parce que c'est lui et parce que je suis profondément amoureuse de lui, que je sais que c'est l'homme de ma vie, et que c'est pour ça qu'on s'est mariés
et que c'est pour ça que enfin, ma façon de traverser les difficultés du quotidien, parce qu'il y en a, très clairement, c'est quand même, un quotidien qui est difficile, que ce soit, la météo, que ce soit tout le stress qu'il y a, les aspects financiers, bon toutes ces questions-là qui sont quand même très difficiles, si c'était pas lui, je les subirais pas quoi, finalement. Parce que c'est pas moi qui suis en tout cas, c'est pas moi qui ai monté ce projet, c'est pas moi qui suis à la base de cette exploitation. Ouais, ouais, je comprends. OK. Bah, écoute, merci beaucoup pour cet échange et puis pour ton temps. Merci à toi. J'espère que tu as aimé, nous partager tout ça et nous parler un peu plus de ton quotidien et de ton implication sur cette exploitation. En tout cas, c'était, vraiment, un super échange. Merci beaucoup. Merci à toi, c'était un très bon moment. C'est la fin de notre échange. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, je vous invite à découvrir tous les autres. Vous pouvez également noter le podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. Et pour suivre l'aventure au quotidien, retrouvez-moi sur les réseaux sociaux et surtout sur Instagram où je suis très active. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager. C'est grâce à vous que ce projet prend forme et qu'il peut continuer à grandir. Et mesdames, si vous avez envie de raconter votre histoire, rejoignez-moi dans un prochain épisode. À bientôt!